Bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, les accusés du massacre de Boffa-Bayotte ont nié les faits. Au deuxième jour du procès, un rescapé a été appelé devant la barre. Les détails de son témoignage terrifiant à suivre dans cette édition. Opération de sécurisation en Casamance, les braquages à main armée se multiplient sur les routes dans le sud. Ces attaques sont-elles l'œuvre des éléments du MFDC en débandade? Les automobilistes ne cachent pas leur inquiétude. Grève de 48 heures des agents de la santé à Sédhiou, les blouses blanches exige la révision du système de rémunération des travailleurs de la fonction publique. À la une également, le médiateur de la République souhaite une mise à jour de la médiature. Pour le magistrat Demba Kandji, la médiature n'a pas suivi l'évolution de l'administration. L'institution devrait avoir un pouvoir d'injonction. Nous vous expliquons tout dans cette édition. Les Nations Unies alertent sur l'épuisement des réserves hydriques souterraines. L'Organisation des Nations Unies sur les ressources hydriques a présenté un rapport alarmant à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau. Dans ce journal, nous irons à la découverte du petit village Pont Yaoudoun dans le nord, une bourgade où les habitants n'ont que la petite rivière pour satisfaire leurs besoins en eau à leurs risques et périls. Ils ont nié les faits en bloc. Les accusés du massacre de Boffa-Bayotte ont rejeté l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre eux. Mais ce deuxième jour de procès a été surtout marqué par le témoignage d'un des rescapés. Un témoignage glaçant. Compte rendu d'audience, Boubacar Diassi, Lamine Mandiank. Au deuxième jour du procès consacré au massacre de Boffa-Bayotte, les accusés ont défilé devant la barre pour dire leurs avis sur le contenu des PV d'enquête et d'instruction. Ils ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. Des témoins ont également été entendus, parmi lesquels l'imam de Toubacouta, libéré il y a seulement quelques semaines. La partie civile a parlé pour la première fois. C'est un rescapé de la tuerie. Nous étions 4 ce jour-là à entrer dans la brousse pour chercher du bois mort. Malheureusement, les 3 sont décédés et moi je suis le seul survivant. Ce n'est pas par bravoure que j'ai survécu, c'est une volonté divine. Mais là, franchement, je ne suis pas encore guéri à 100%. Alors que je dois nourrir ma famille, j'ai une femme et 5 enfants à nourrir. Ce dont j'ai surtout besoin venant de l'État, c'est un soutien, car l'État est là pour tout le monde. Les avocats de la défense ont largement pris la parole. Certains ont même remis en cause la fiabilité des outils de géolocalisation utilisés pendant l'enquête préliminaire. Merci Boubacar. Et puis toujours en Casamance, des hommes armés supposés appartenir au MFDC ont braqué plusieurs véhicules et dépouillé leurs passagers. Les faits ont eu lieu tôt ce matin sur la route nationale numéro 4. L'une des voitures aurait même essuyé des tirs, mais aucun blessé n'a été signalé. L'autre grand titre de cette édition, le médiateur de la République souhaite une mise à jour de la médiature. Selon Demba Kandji, l'institution créée en 1991 n'a pas suivi l'évolution de l'administration. Il estime que la médiature de la République devrait avoir un pouvoir d'injonction. Le magistrat a présidé ce matin un atelier sur la médiation institutionnelle dans l'état de droit organisé par la médiature et la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Et tout cela avec Fat Bintou Conté et Diafaraba. Il a
été institué en 1991 le médiateur de la République. Cette autorité indépendante, malheureusement, peine à suivre l'évolution de l'administration, d'où la nécessité de mettre sur place une nouvelle approche pour mieux s'imprégner du fonctionnement de l'administration sénégalaise. Notre médiature a été instituée en 1991 par une loi de 1991. Mais depuis lors, elle n'a pas suivi et subi l'évolution de l'administration. Elle n'a pas suivi vraiment l'évolution de l'administration, qui s'est renforcée en termes d'efficacité, de compétences, qui ne s'est pas adaptée aux nouvelles technologies et autres. Aujourd'hui, le citoyen a besoin de plus de rapidité dans le traitement de sa réclamation. Mais son travail bute sur des difficultés de l'administration à répondre à ces demandes. C'est pourquoi il devient impératif de donner aux médiateurs un pouvoir injonctif afin que les dossiers soient diligentés au plus vite. Nous répercutons la réclamation de l'usager et nous attendons que l'administration nous réponde. Il faudrait peut-être des délais de temps. Il faudrait quand même circonscrire des procédures, enfermer tout ça dans un pouvoir injonctif confié au médiateur de la République. Peut-être même envisager demain sa reconversion en défenseur des droits tout simplement. Comme ça se fait dans une démocratie. Ainsi, un nouveau modèle de médiation va être mis sur pied, axé sur la défense des droits fondamentaux du citoyen. Un nouveau modèle de démocratie et de médiation qui va au-delà des relations entre citoyens et administration pour vraiment protéger tous les droits des citoyens, mais de façon générale. Donc on va basculer d'un modèle de défense des droits de l'usager du service public à un modèle qui repose sur les droits fondamentaux mais des citoyens. À cet effet, une journée d'études a été organisée pour une meilleure sensibilisation autour de l'état de droit et la capacité de l'administration à répondre aux sollicitations des citoyens. À Sédhiou, les agents de santé ont décrété 48 heures de grève. Les blouses blanches exigent la révision du système de rémunération des travailleurs de la fonction publique. Sadio Dem, secrétaire général du SUTSA Sandugesem, est interrogé par notre équipe à Kédougou. On avait suspendu, en tout cas la grève de 2018, parce que l'État avait fait un appel solennel. Sandugesem a suspendu. Il y a eu des négociations qui ont été menées, mais le nœud gardien des points de la plateforme, c'était la révision du système de rémunération pour tous les travailleurs de la fonction publique. Mais le constat est aujourd'hui, l'État divise pour mieux régner. Parce qu'en réalité, récemment, on a vu des syndicats à qui on a octroyé des milliards. Alors que nous, on attendait qu'on se réunisse et qu'on discute de ce point-là. C'est très bien, on félicite les camarades qui ont eu des acquis. Mais puisque l'État s'est donné, nous aussi, on attend notre partie. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Parce que c'est une inéquité, c'est une injustice. À diplôme égal, les salaires de base doivent être égaux. On ne peut pas accepter qu'un quelconque corps pourrait payer 3 agents de santé. C'est inadmissible. Et nous sommes prêts à paralyser le système si l'État ne revient pas à la raison. Mais d'ores et déjà, ce qui est en perspective, n'est-ce pas, c'est de perler ces grèves-là, mais associé à ces grèves également, on n'écarte pas le boycott de tous les programmes. Yodem interrogé par notre équipe à Sédhiou, Bakary Konté et Kali Diamé. 9e Forum mondial de l'eau, les partenaires stratégiques ont joué un rôle de premier plan depuis le processus préparatoire jusqu'à la tenue du forum. Le Conseil des ministres africains de l'eau a signé d'ailleurs en partenariat avec l'African Population and Health Research Center pour faire avancer le programme d'assainissement en Afrique et de la vision africaine de l'eau 2025. Reportage Habib Faye et Tierno Laurent Mendy. 20 ans déjà que African Population and Health Research Center travaille à faire entendre sa voix. Le 9e Forum mondial s'illustre comme un catalyseur d'action sur les engagements en matière de l'eau et d'assainissement.
La République démocratique du Congo détient la moitié des eaux en Afrique et est aujourd'hui confrontée à des difficultés. Les gouttes comptent et nous devons compter toutes les gouttes. Alors, en République démocratique du Congo, nous détenons 10% de la réserve mondiale des eaux douces. J'insiste, 10% de la réserve mondiale d'eau douce et 52% des eaux douces de toute l'Afrique. C'est en République démocratique du Congo. Nous avons un grand fleuve. Le fleuve du Congo est deuxième de par son débit et de par sa longueur, avec plusieurs autres affluents. Alors, avec sa forte pluviométrie, ce pays n'arrive pas à bien utiliser l'eau. Des innovations majeures sont souhaitées. L'eau douce du fleuve qui est là et avec d'autres ruisseaux, rivières et des lacs, savoir les capter, les transformer, les rendre propres, potables et les distribuer à toute la population. Normalement, à l'occasion de la signature du partenariat entre l'AFHRC et le Conseil des ministres africains, les plaidoyers tournaient autour de l'accès au fonds vert. Compte tenu du mandat d'AMCO qui consiste à fournir un leadership politique, une orientation politique et un plaidoyer en matière de gestion de l'eau pour le développement et le maintien de l'écosystème africain, nous voulons renforcer AMCO en tant qu'organe chargé de l'effort de l'Union africaine pour assurer la sécurité de l'eau en Afrique. Un problème de fonds. Nous avons besoin d'accéder aux fonds verts, les fonds bleus, les fonds qui nous permettent à rendre l'eau propre pour qu'elle soit potable à la population, à notre bétail. Et pendant les changements climatiques, nous devons mettre en place les stratégies d'adaptation pour être autonomes, ne pas attendre les pluies. Le Congo, un fleuve d'Afrique centrale prenant sa source sur les hauts plateaux à la limite de l'Afrique australe, draine de nombreux pays et se jetant dans l'océan Atlantique. Il sert de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. L'Organisation des Nations Unies sur les ressources hydriques a présenté son rapport à l'occasion du Forum de l'eau. L'ONU alerte sur l'épuisement des réserves hydriques souterraines. Le document renseigne que le débit des fleuves puissants faiblit, des sources se tarissent et en même temps les grands lacs rétrécissent. Aussi, avec le réchauffement, les longues sécheresses et les épisodes de pluie diluvienne ainsi que la dégradation générale de la qualité des rivières, les humains vont de plus en plus être dépendants des réserves souterraines. C'est le cas justement des habitants de la bourgade de Pont-Niaoudoun. C'est dans le nord du Sénégal, vous allez le voir. Les habitants n'ont que la petite rivière pour satisfaire tous leurs besoins en eau et ce, à leurs risques et périls. Voyons tout cela avec ce reportage édifiant. Ousseynou Diop, Habib Sek. Nous sommes à hauteur du pont de Niaoudoun. À première vue, tout se passe bien. Dans ce petit village situé à 12 km de Saint-Louis, à midi, les habitants sont dans leur maison. Car ici, la température tourne autour de 35 degrés. Les jeunes se préparent pour aller à la pêche. Les femmes, elles s'activent au bord de la rivière. Un plan d'eau que les populations utilisent pour boire, préparer le repas, se laver, en gros, pour faire tous leurs besoins familiaux. On fait tout avec l'eau de cette rivière. Nous y ajoutons juste de l'eau de Javel pour qu'elle soit potable. Mais parfois, on boit comme ça cette eau. Ces populations sont confrontées à plusieurs maladies à cause de cette eau visiblement claire, mais très dangereuse. C'est la vie de Sornefal. Nous lavons nos habits ici et buvons aussi cette eau. Nous sommes sous la menace de maladies comme la bilharziose, mais nous n'avons pas le choix. Niaoudoun est une localité de la région nord où les habitants souffrent. C'est le cas de cette dame qui porte sur sa tête une bassine remplie d'eau. Pour le Forum de l'eau qui s'est ouvert au Sénégal depuis 24 heures, une première en Afrique subsaharienne, ces populations profitent de l'occasion pour lancer un appel et envoyer un message fort aux autorités. Nous tendons la main à tous les Sénégalais capables de nous aider. À Saint-Louis, avec les nombreuses réalisations de la SONES ces dernières années, des milliers de personnes ont bénéficié d'eau potable et en abondance. Mais à Niaoudoun, l'eau potable est la préoccupation des populations. Elle est devenue un véritable luxe.
Et en marge du forum, la SONES engage la réflexion sur le financement de l'eau. Quelle source de financement pour que l'eau continue de financer le liquide précieux? La Société nationale des eaux a organisé un panel sur le sujet. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Quel mécanisme de financement pour le secteur de l'eau? Une problématique au cœur des réflexions d'experts de haut niveau. Une rencontre dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau à l'initiative de la SONES. Nous avons échangé sous l'œil vigilant des deux modérateurs qui sont d'éminents experts, M. Martar Fall qui est un expert de la Banque mondiale, ainsi que M. Cherfal qui est un ancien directeur général de SONES, aujourd'hui consultant. Nous avons pu également échanger sur la problématique du financement du secteur. Comment faire pour que l'eau puisse continuer à financer l'eau? Parce que le gouvernement a beaucoup d'ambition. Même si l'accès à l'eau reste toujours un problème au Sénégal, des efforts sont en train d'être faits avec des infrastructures hydrauliques à fort impact social. Sont quand même qu'avec le nouveau projet en cours, à savoir la construction d'une usine de dessalement, qui est la première en Afrique, en tout cas au sud du Sahara. La région de Dakar bénéficiera d'une bien meilleure alimentation en eau potable. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu des innovations dont nous ne pouvons pas ne pas parler ici. C'est enfin le raccordement de la Petite Côte à la 3e usine de Kermamarsar. Dans le cadre du Forum mondial de l'eau, des tournées et visites dans les différentes installations de la SONES sont prévues. Abdou et l'État du Sénégal, dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire, a réalisé 83 forages dans la zone sylvo-pastorale au grand bonheur des éleveurs qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour retrouver le liquide précieux. Et malgré ces nombreux forages et adductions d'eau, Mouille, la bien nommée, dans la commune de Cambe, boit le calice jusqu'à la lie. Dans cette zone, depuis 3 mois, l'eau ne coule plus des robinets. Le maire tire la sonnette d'alarme. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Tessékéré, en plein cœur du Jolof, la localité appelée Triangle de la Soif, il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, le liquide précieux est pour les habitants une vieille préoccupation. Nous avons 15 pour nga jóge fa dem wiid wala nga dem Amal wala nga dem Tessékéré pour am ndox. Président Macky Sall bi mu ñëwé ñetti forage yu la fekk. Tay mom mu tabax fa 6 forages ci biir commune bi. 6 forages yooyu forage bu ci nekk dana am ay adduction d'eau yoo xam ne génn na ci forage bi dem na ay 10 9 7 kilomètres ci côté yëpp. Benn forage bi nag dolli rek la am ci Sénégal ñaar yooyu ñoo am bu dolli ak bu Tessékéré mun nañu alimenter 15 kilomètres ci côté yëpp nag kon nag nga xam ne forage boobu rek réglé na fa lu bari. À Mouille, ici le forage est tombé en panne faute de motopompe. Mais au moment où nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, la population de Mouille, située dans la commune de Cambe, souffre. Depuis 3 mois, ils n'ont pas d'eau. Et cela, nous lançons un appel aux autorités compétentes. Et ces populations parcourent chaque jour 10 km pour avoir le liquide précieux. Pour cet éleveur, malgré la disponibilité de 83 forages dans le département de Linguère, la revitalisation des vallées fossiles est évoquée comme solution. Ndax wale bi rek moy mëna ñëw tay ñu ubbe ko tay ñu défar ko mu régler problème Sénégal waxuma la problème zone sylvo-pastorale waxuma la Jolof waxuma la Ranérou wala Fouta mais Sénégal yépp lay régler seeni problème. Danañ sam, danañ bay, danañ def lu nekk. Ndax bu boobaa dañu pour culture fourragère bi maanaam béyum ñax mi day gën a yomb ci nit ñi te fi mu nekk ni ñaxu kese bi nga xam ni ñaxu taw la doyatul léegi. À signaler que dans le Jolof, la panne des forages hante le sommeil des populations des zones rurales. La bonne gestion de ces installations est vivement souhaitée. Merci beaucoup Mamadou Moustapha. Et puis retour à Dakar, visite des chantiers du BRT Meridiam. La société française a respecté toutes les procédures, c'est ce qu'a déclaré le ministre Mansour Faye à l'occasion de la visite de chantier. Visite en compagnie du patron de la Banque mondiale, Mamadou Fall et Ladi Diallo. Le BRT est un projet structurant qui va participer à l'amélioration de la mobilité selon le ministre Mansour Faye. Parce qu'en phase terminale, le président de la Banque mondiale a visité le chantier
Occasion saisie par le ministre des Infrastructures et des Transports pour apporter toute la lumière sur la société française Meridiam. Meridiam découle d'un processus assez important, long, suite à des appels d'offres, où Meridiam est sorti avec une offre vraiment très acceptable et challengée qui a abouti hier à la signature effectivement de ce contrat. L'État du Sénégal a paraphé un contrat avec Meridiam pour 15 ans, ce qui touche le président de la dite société. Un grand jour parce que c'est une première africaine, mais c'est aussi une première mondiale. Si on voit que c'est un bus à grande capacité avec des batteries électriques, donc une mobilité totalement propre pour le Sénégal et pour Dakar. Donc ça, c'est aussi très important dans l'ADN de Meridiam de développer ce type de solution. Le projet est d'une réussite sans commune mesure puisque la libération des emprises a été faite dans les règles de l'art. Ça a permis d'avoir une libération des emprises apaisée. On a zéro contestation sur le corridor pour un total de personnes affectées par le projet de 2957. Pour le maire de la localité, le projet va impacter positivement sa commune. Impacté et bénéficiaire, je voudrais au nom des populations et à mon nom propre manifester toute ma reconnaissance à l'État du Sénégal, mais aussi aux bailleurs de fonds qui ont initié ce projet innovant qui va véritablement soulager les populations, surtout en termes de transport. Pour rappel, 300 milliards ont été mobilisés pour la réalisation du BRT, dont la livraison se fera dans le premier trimestre 2023. Plus de 30 ans après le crash d'un avion transportant 93 Jambars lors de l'opération Tempête du désert, Sherba, ex-soldat, demande à l'État de payer l'intégralité des indemnités dues aux soldats et à leurs familles. L'homme faisait partie du contingent sénégalais engagé dans la guerre du Golfe. Il revient sur le film du drame de 91. Ibrahima Kane. Amputé d'un de ses jambes, Sherba faisait partie du contingent sénégalais engagé dans l'opération Tempête du désert lors de la guerre du Golfe. Une mission marquée surtout par le crash de l'avion des Jambars en 1991. L'ex-militaire se rappelle du drame. J'ai soudainement entendu une explosion, mais j'étais pas trop concentré. Le collègue avec qui j'étais a attiré mon attention en me disant que le bruit était près de nous. Alors, je me disais que certainement, ça devait être une nouvelle frappe des hommes de Saddam Hussein. Mais après, j'ai vu un Sénégalais à qui j'ai demandé ce qui se passait réellement. Il m'a fait savoir que l'avion des Jambars s'est écrasé. Et c'est l'avion qui était en Arabie Saoudite pour les besoins du Umrah. Après, j'ai vu un adjudant-chef du nom de Mapenda Sissé qui avait en charge notre logistique. Il revenait du lieu du crash avec des lunettes de soleil. On s'est salué. Après, j'ai remarqué qu'il pleurait. Et c'est lui qui m'a dit que tous nos Jambars ont péri dans le crash. Tout le monde est non. Mais est-ce que tu... Au total, 93 soldats ont perdu la vie dans ce crash survenu le 21 mars 1991. Plus de 30 ans après, la pilule est toujours en travers de la gorge de cet ex-soldat. En cause, les indemnités versées aux Jambars et à leurs familles. 1 million de nous les vivants. Ils nous ont juste remis 1 million de francs CFA, nous les vivants, et 1 040 000 francs pour les veuves. C'est la responsabilité de l'État du Sénégal, notamment celle de Abdou Diouf qui était président de la République. C'est lui seul qui pouvait régler le problème parce que l'argent était disponible. Aujourd'hui, il ne réclame qu'une chose, que l'État du Sénégal règle définitivement la question des indemnités dues aux Jambars, mais également à leurs familles. Merci Ibrahima. Et puis à noter que le collectif des orphelins et les veuves des Jambars de la première guerre du Golfe observe une grève de la faim depuis ce lundi. Alors maintenant, dans le nord du Sénégal, coopération décentralisée, une délégation française de la commune de Val séjourne au nord dans le département de Canel. Les élus de la CCVD sont venus consolider
leurs échanges avec les populations de Sinthiou Bamambé, Ali Bandelian et Lajli. Après plus de 20 ans de coopération, une équipe des élus de la communauté des communes de Val-de-Drôme est en mission à Sinthiou Bamambé. Ces partenaires français qui ont réalisé la maison des énergies renouvelables où sont développées de nombreuses activités génératrices de revenus par les femmes sont venus réorienter les rapports et les types d'échanges avec leurs partenaires. Le maraîchage, la pisciculture et même la transformation des produits locaux, autant d'activités à étendre vers d'autres localités proches de Sinthiou Bamambé. Ça fait plus de 20 ans que la CCVD est présente sur ce territoire et travaille d'abord sur des projets hydrauliques et parallèlement sur la sécurité alimentaire et donc sur l'apprentissage du maraîchage et puis maintenant la conserverie pour répondre aux demandes des femmes qui étaient ici. Aujourd'hui, on a répondu à 2 appels à projets. Le premier qui est la continuité de toutes les actions qu'on menait, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Et on vient aujourd'hui avec une grosse délégation puisqu'on a le président de la communauté de communes, la première vice-présidente, le président en charge de l'agriculture et de l'alimentation qui sont venus ici pour voir le travail qui avait été effectué et puis envisager l'avenir avec notre opérateur APDT. On a eu une belle réunion hier avec le département qui nous a demandé donc de continuer à travailler sur la sécurité alimentaire, continuer à travailler sur la bourse au permis, puisque aujourd'hui on travaille pour la jeunesse pour offrir aux jeunes des permis de conduire en échange de travaux d'intérêt général. Et on va pouvoir commencer à réfléchir à travailler sur des projets d'envergure qui peuvent être l'organisation du ramassage des déchets, l'eau. Sous la houlette de l'ADT, l'opérateur privé intermédiaire entre les collectivités françaises de Val-de-Drôme et les élus de Canel, les partenaires sont venus lancer les travaux de renforcement et de réhabilitation des systèmes d'irrigation du grand périmètre de Sinthiou Bamambé. Merci Ali. Et puis sur l'international au Mali, les autorités empêchent une autopsie indépendante du corps de Soumeilou Boubei Meiga, l'ancien premier ministre du Mali décédé hier dans une clinique de Bamako. Sa famille dénonce une persécution post-mortem. Dans l'actualité sportive, match Égypte-Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal vient de terminer sa 2e séance d'entraînement dans le cadre de la préparation du barrage aller au Mondial 2022 face à l'Égypte, face au pharaon d'Égypte, en entraînement avec le groupe au complet, cher Sadibou Diarra. Tout faire pour se qualifier au Mondial Qatar 2022, le leitmotiv au sein des Lions du Sénégal. Au complet, le groupe affiche une détermination à passer le barrage égyptien. On a un groupe qui est composé de jeunes joueurs, naturellement, des joueurs qui ont soif effectivement de participer à une Coupe du Monde. Certains l'ont été en 2018, mais la plupart également n'y sont jamais allés. Et aujourd'hui, je pense que c'est une soif pour cela, non seulement de goûter à la Coupe du Monde, mais pour les autres également aussi, d'y aller encore une 2e fois après 2018. Je pense que tout ceci, effectivement, est une marque effectivement de confiance et les gens, effectivement, sont tournés vers ça. Des Lions pas rassasiés après le sacre à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que, comme le coach l'a dit, je pense qu'on ne se nourrit jamais pas du passé. Je pense qu'aujourd'hui, la CAN est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons effectivement un point de vue de la Coupe du Monde. Et il a bien discuté avec les joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette euphorie, en tout cas, c'est un habit qu'on avait. Mais on l'a mis de tout côté pour le moment et pour nous consacrer davantage sur la Coupe du Monde. Dans le cadre de sa préparation, l'équipe nationale du Sénégal effectue des séances d'entraînement à Marrakech, au Maroc. Elle va défier l'Égypte vendredi prochain devant pas moins de 64 000 spectateurs au stade national du Caire. Un barrage aller à bien négocier pour espérer une qualification au mondial qui rapporte 7 milliards de francs CFA. Et ici à Dakar, cher Sadibou, la fédération prépare déjà le match retour au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La fédération a d'ailleurs présenté les conditions d'accès au stade. Les billets varient entre 3 000 et 200 000 francs CFA. Marcel Falba-Marone. Pour faire partie des privilégiés qui assisteront au match Sénégal-Égypte du 29 mars prochain, il faudra dépenser au minimum 3 000 francs CFA. Ce montant correspondant à la tribune du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dénommée catégorie rouge, qui représente la moitié de la capacité du dit stade. Je ne pense pas que
c'est une opération commerciale puisque 3 000 francs, c'est un billet suffisamment accessible aux Sénégalais lambda, amateurs de football. Et c'est la moitié des places. En outre, dans la catégorie jaune, le prix du ticket se vend à 10 000 francs CFA. Les catégories VIP et VVIP, elles, sont respectivement évaluées à 100 000 et 200 000 francs CFA. Ces dernières ont d'ailleurs épuisé leur stock, les réservations ayant été bouclées. Ce que nous avions l'habitude d'appeler annexe loge, c'est ce que nous appelons les tribunes jaunes et qu'on paye à 10 000 francs. Il faut savoir aussi que la configuration même du stade nous impose. Avant, on avait des virages qui étaient encore beaucoup moins chers, la découverte, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de découverte, tout est couvert. Donc on peut dire que tout le reste, c'est des tribunes couvertes. Et si vous vous renvoyez au tarif qui était pratiqué dans les autres matchs, la tribune couverte, je parie qu'il faut vous dire qu'on est plus cher que les matchs organisés à l'époque de la Seine. C'est les mêmes niveaux de tarif. Rappelons que la vente des tickets s'est ouverte depuis ce mardi et s'achèvera le 28 mars, soit la veille de la rencontre Sénégal-Égypte. Une rencontre qui se jouera ainsi à guichet fermé. 300 journalistes sont attendus et peuvent eux aussi entamer dès aujourd'hui le processus de demande d'accréditation. Et on continue d'en parler dans un instant dans Soir d'Info avec Pape Abdoulaye et son invité. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.